Donc je me présente, je suis Vincent Busser, je suis du 13 pour ceux qui me connaissent, et puis ça change rien pour les autres, je suis quand même du 13. Voilà, je suis le pilote du pôle sur les règlements au niveau de la CRA, et donc c'est à ce titre en fait ce soir qu'on a décidé d'organiser une réunion de rentrée des JAE. On l'avait déjà fait sur ce format l'année dernière. Voilà, le but c'est de vous apporter un peu les nouveautés sportives au maximum, et puis éventuellement après d'échanger voilà, sur toutes les questions que vous allez avoir. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît, à ceux qui ne l'ont pas encore fait. On a des échos intempestifs. Voilà, bon, j'ai résolu le problème. Donc, je vais commencer par quelques petits rappels tout simples. Francis, je pense que ton micro génère des interférences. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais le couper? Voilà, merci. Donc, on va commencer par des rappels sur la réforme du classement. Donc, cette année, il n'y a rien de nouveau à attendre. Voilà, c'était juste refaire un petit peu le point sur cette réforme qui était quand même une évolution qui était importante l'année dernière. Donc vous savez tous que le classement il est devenu glissant sur 12 mois. Je ne vais pas tout vous réapprendre. Vous savez simplement que du coup on prend en compte les performances sur les 12 derniers mois, donc c'est-à-dire toutes les victoires sur les 12 derniers mois. Et puis la nouveauté principale de cette saison, c'est qu'il n'y a pas eu de remise à zéro en septembre, hein, donc remise à zéro du nombre de points. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ce classement, en fait, il se fait toujours le premier mardi de chaque mois. Donc, j'insiste, le premier mardi de chaque mois. Donc, pour vous, les JAE, c'est important de checker en fait les compositions d'équipe. Voilà, après ce premier mardi de chaque mois. Donc là, si par exemple je prends un exemple par rapport au Senior Plus, donc la première journée de championnat, c'est ce dimanche, hein. Donc ce dimanche, on va jouer avec le classement, entre guillemets, le classement de septembre, puisqu'en fait, on n'aura pas eu encore le premier mardi du mois. Et la journée numéro 2, elle sera concernée par le classement du mois d'octobre qui sera sorti le mardi prochain. Donc voilà, donc ce sont des réflexes à bien prendre maintenant. Je pense que tout le monde l'a à peu près assimilé. Donc voilà, c'est vraiment important de respecter ce cadencement. Je rappelle aussi un des principes fondamentaux de ce nouveau classement, c'est que le classement des adversaires est pris en compte le jour du match. Donc voilà, si le joueur, 3 mois plus tard, il est monté de 3 classements, eh ben, ça ne changera rien vis-à-vis de la victoire qui compte au palmarès du joueur. Donc voilà, donc ce sont des principes. Il n'y a rien qui a changé entre l'année dernière et cette année, mais ça nous paraissait important de vous le rappeler. Et puis le dernier point que je voulais rappeler, qui inquiète souvent les joueurs, mais je pense que c'est en train de rentrer dans les mœurs, c'est qu'il n'est pas possible de descendre de plus d'un échelon par an. En fait, voilà, ce qui s'inquiétait les joueurs, c'est comme ce classement il est mensuel. Donc non, un joueur, une fois qu'il est descendu d'un échelon, eh ben, il ne redescendra pas avant 12 mois après cette descente. Donc voilà, c'est pas de ce point de vue-là, ça marche bien et voilà, c'est en train les joueurs sont en train de s'y habituer. Ensuite, on a quelques petits rappels. En fait, on se rend compte que le palmarès des joueurs, donc, il compte sur les 12 derniers mois de l'année qui se sont écoulés. Et donc, ce qui importe beaucoup aujourd'hui, c'est la date de référence des matchs. Alors, je ne vais pas beaucoup insister avec vous qui êtes des JAE dans la salle, voilà, dans la salle virtuelle, hein. Donc, c'est juste pour vous préciser qu'en compétition individuelle, ça c'est notamment pour les tournois, la date de référence d'un match, hein, dans le palmarès, c'est soit la date de programmation si le JAE utilise Moja, mais je ne vais pas insister dessus ce soir, soit la date de saisie du résultat dans l'application Moja. Donc voilà, donc le rappel qui sera fait à tous les JAT, s'il y en a qui sont présents dans cette salle, c'est que il ne faut pas tarder en fait à saisir ces matchs si vous n'utilisez pas la programmation. Parce qu'on a pas mal de remontées après des joueurs
voilà, qui s'agacent parce que ils ont joué un match, c'était il y a 10 jours, 10 jours plus tard, le match est toujours pas saisi dans Moja, et il y a le classement qui est intervenu. Du coup, ce match-là ne compte pas dans le palmarès, et voilà. Donc en fait, on est toujours dans un processus qui crée des irritants pour les joueurs. Donc voilà, donc le message sera vraiment jouer le jeu pour saisir les résultats le plus tôt possible. Ensuite, en ce qui concerne les compétitions par équipe, est-ce que... Attendez, on gère les problèmes de micro. Voilà, mon micro avait été coupé. Voilà, donc en ce qui concerne les compétitions par équipe, rien de compliqué. Donc la date de référence des victoires donc au palmarès des joueurs, c'est celle de la rencontre qui est saisie dans TNUP. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est avoir une attention sur les dates de report. Bon, voilà. Mais en fait, en général, de toute façon, les reports, ça se jouera à une semaine près. Je vous propose qu'on avance et que je vous parle assez rapidement d'une des nouveautés de cette saison 2024. Ça concerne le certificat médical. Alors vous, JAE, ça vous impacte peu. Ça vous impacte dans les clubs au moment de la prise de licence. Mais vous allez voir que ça a une petite conséquence. Alors je vous explique, il y a une loi du sport qui est sortie en mars 2022, je ne vais pas la détailler, mais en fait elle permet aux fédérations sportives, donc à chaque fédération sportive qui le souhaite, de se dispenser de la présentation d'un certificat médical, et là j'insiste, pour la délivrance d'une licence à un pratiquant majeur. Donc ça ne va concerner que les adultes. Donc la fédération française s'est engouffrée dans cette voie et en fait elle a validé la suppression du certificat médical, et donc j'assiste à nouveau pour les majeurs. Donc concrètement, comment ça se passe en fait aujourd'hui dans les clubs? Donc je sors un petit peu du rôle du JAE. Un licencié qui adhère dans un club, un licencié adulte, excusez-moi, qui adhère, n'a rien à fournir de ce point de vue-là du certificat médical. Et le licencié mineur, lui, il doit encore fournir une attestation. Soit il fournit en fait un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis, comme c'était déjà le cas, ou alors il va remplir entre guillemets le questionnaire de santé, voilà, que vous connaissez bien maintenant dans les clubs. Et s'il répond non à toutes les questions, en fait, ça va le dispenser de fourniture d'un certificat médical, voilà, comme les adultes. Bon, ça, ce sont des responsabilités de club. La conséquence pour vous, JAE, cette année, c'est que du coup, par là même, on a la suppression de la notion de licence hors compétition et de licence compétition. Vous voyez bien que comme il n'y a plus de certificat médical à fournir, avant il y avait le certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis en compétition, et il y en a qui n'avaient pas cette notion de compétition, donc il y avait une licence compétition et une licence hors compétition, et maintenant, tout le monde est par défaut compétition. Donc voilà, donc tous les licenciés sont compétition, qu'ils soient d'ailleurs majeurs ou des mineurs. Donc voilà, donc c'est une vérification en fait en moins pour vous les juges arbitres, quand vous aviez par exemple la licence d'un joker à vérifier, on vérifiait toujours si il avait le statut licence hors compétition ou compétition. Et bien aujourd'hui, voilà, on sait d'avance que sa licence va être compétition et que ce statut-là n'a plus de problématique. Voilà pour cet aspect, petit rappel sur le certificat médical. Ensuite, je passe à une autre nouveauté fédérale. En soi, ce n'est pas forcément une nouveauté réglementaire. Vous savez, c'est la procédure du changement de club. Donc, je rappelle à tout le monde que, en fait, un joueur première série ou seconde série, et puis aussi pour les troisième séries qui sont jeunes, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 13 ans, ces joueurs-là qui quittent un club et qui vont dans un autre club, en fait, ils doivent obtenir l'accord du président du club qu'ils quittent pour pouvoir participer en fait au championnat par équipe dans leur nouveau club. Ça, cette règle-là, elle existe toujours. Je répondrai aux questions, il n'y a pas de souci, j'ai vu qu'il y avait une question sur les surclassements. Je ferai une petite pause après les 2-3 slides qui viennent et on prendra une série de questions. Voilà, donc sur ce règlement, il existe toujours, il n'a pas changé et il est tel qu'il est.
La seule chose qui a changé, c'est une simplification en fait de la procédure. Vous savez qu'avant, ce changement de club se formalisait par un petit bordereau rouge, là, un petit morceau de papier, voilà, qu'on transmettait ensuite à la Ligue le saisissait, qu'il l'envoyait au club pour que le club le signe, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce bordereau de changement de club pour les changements de club de début de saison, là, de joueurs seconde série qui veulent changer de club, il va se faire depuis ad hoc. Donc tout est numérisé et en ligne. Donc la licence, en fait, elle va être saisie tout à fait normalement comme une licence d'un adhérent, d'un joueur lambda, par le club d'accueil. Ensuite, le président du club quitté va lui recevoir un mail et également un SMS qui va lui dire en fait qu'il a une demande à valider ou à refuser. Hein. Voilà, vous savez très bien qu'il a cette possibilité de le faire. Et donc, en cas d'absence de réponse au bout de 5 jours, il va être relancé. Ça, c'est pas important à retenir. Par contre, en cas d'absence de réponse au bout d'une semaine, eh ben, la demande sera acceptée par défaut. Voilà. Donc ça, c'est quand même une évolution qui est plutôt positive pour les joueurs et pour éviter voilà, ce qui se passait un petit peu avant, c'est qu'aussi des fois le président faisait traîner un petit peu les demandes. Donc voilà, donc ce changement de club de début de saison a été simplifié et on est vraiment sur quelque chose qui va faciliter la vie au club en préparation. Donc ça, c'est juste un petit rappel. Pour vous, JAE, ça n'a pas forcément d'impact. C'est juste pour vous rappeler que vous devez vérifier les statuts des joueurs en fait, qui jouent dans les équipes. Je rappelle en fait que c'est 2 nouvellement équipes max par équipe en senior et un seul nouvellement équipe max par équipe en senior plus. C'est lié en fait au nombre de simples qu'il y a dans les rencontres. Voilà pour ces petits rappels. Avant de passer au slide d'après, je vais prendre les quelques questions que j'ai vues sur le chat. Donc j'ai une question. Et pour les jeunes en surclassement, est-ce qu'il y a toujours un certificat médical? Oui, la règle est inchangée par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'un joueur qui est de catégorie 11-12 ans, il devra toujours fournir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis en compétition, qui sera au jour du match daté de moins d'1 an et ce certificat, en plus, il faut qu'il soit signé par un médecin du sport. Donc voilà, donc un jeune de 11-12 ans qui joue en 17-18 ou en senior, il doit fournir ce document. Et un jeune de 13-14 ans qui joue uniquement en senior, il doit fournir également ce document. Voilà, donc cette règle qui était en vigueur l'année dernière est toujours inchangée. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on peut peut-être prendre à ce stade sur les 2-3 premières voilà, informations que je vous ai apportées? Alors, soit vous pouvez l'écrire dans le chat, soit vous pouvez voilà, prendre la parole avec le micro si vous le souhaitez. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Bonsoir. Ce que je te propose Vincent, c'est si je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent dans le chat, je te couperai au moment opportun pour te les poser au fur et à mesure. Pas de souci Ben, merci. Avec plaisir. Bon, donc du coup, on avance un petit peu sur la présentation. Eh ben, tiens, j'en profite, il y a Michel Morel qui a levé la main pour poser une question. Juste, l'histoire du certificat médical, s'ils jouent dans leur catégorie, est-ce qu'ils ont besoin d'un certificat médical ou juste l'autorisation des parents? Normalement, c'est ce que j'avais pu comprendre. Donc, je le refais très simplement. Je prends l'exemple d'un enfant qui est de catégorie U12, qui va jouer un tournoi U12. Cet enfant-là, il n'a rien à fournir, il a juste son certificat médical à fournir au club en début de saison où il remplit l'attestation telle qu'on l'a dit tout à l'heure, et il aura sa licence compétition. Par contre, un enfant qui est de catégorie U12 qui va jouer en senior, donc dans un tournoi senior ou un championnat par équipe senior, lui, il doit présenter au juge arbitre le jour du match un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis en compétition, daté de moins d'1 an et signé par un médecin du sport. Voilà, c'était juste la précision que je voulais vraiment Voilà. faire, parce que quand tu es dans la même catégorie, quand tu joues dans une catégorie normale, tu n'es pas dans l'obligation de présenter un certificat. C'est exactement ça. Je me suis permis de mettre le tableau qui récapitule tout ça dans la conversation, s'il y en a qui ont besoin. Donc, je vous propose qu'on avance du coup et que le micro a été coupé, donc je fais voilà. Donc du coup, le point suivant. Donc
Donc ça, cette fois-ci, on va passer un petit peu sur les nouveautés qui sont plus régionales. Donc tout à l'heure, tout ce que je vous ai présenté, ce qui est certificat médical, ce qui est changement de club et tout ça, c'est plutôt des nouveautés qu'on va considérer comme étant... On n'a plus de son, et si vous m'entendez quand même, non? Non, non, je t'entends, moi, Vincent. Ouais, voilà. Mon micro avait été coupé un moment, mais je pense que là, c'est bon. Du coup, ouais, ce sont plutôt des nouveautés, on va dire, régionales cette fois-ci. Et donc, on va évoquer un petit peu la règle du report en cas d'intempérie. Alors, avant d'évoquer la règle, je veux juste rappeler un petit contexte. Cette règle, en fait, ça fait plusieurs années qu'elle existe. Ça fait plusieurs années qu'on la modifie à chaque fois à la marge, en rajoutant 2 mots par-ci, 3 mots par-là, 4 mots par-ci, 4 mots par-là. Et du coup, on s'est rendu compte au final que la saison dernière, la règle qui avait abouti de toutes ces évolutions en rajoutant des mots était devenue quand même assez compliquée à comprendre. Donc on est reparti en arrière en se disant, en fait, c'est quoi la règle? Et puis on va arrêter de rajouter des exceptions à chaque fois qu'il y a des petits malins qui essayent de contourner la règle. Donc la règle, on l'a reformulée. Et elle s'écrit comme ça maintenant. En cas d'intempérie, donc en cas d'impossibilité de jouer la rencontre, le principe sera le suivant. Donc, si l'équipe visiteuse, donc c'est l'équipe qui se déplace, ne s'est pas réellement déplacée sur le site de la compétition, alors elle se déplacera lors du report. Ça, c'est plutôt... Voilà. Et l'autre principe, c'est si l'équipe s'est déplacée, alors on va inverser la rencontre et donc le report aura lieu sur ses installations à elle. Donc voilà, ce principe, il est inchangé. La règle de l'année dernière disait la même chose, mais avec beaucoup de mots et qui était relativement compliqué. Alors, on sait très bien qu'il y a des clubs qui vont être des petits malins et qui vont essayer de contourner ou en tout cas de jouer avec cette règle. Et donc, on a illustré en fait des cas potentiels qui pourraient justement nous conduire à ne pas suivre cette règle parce qu'on va sentir que l'esprit n'est pas derrière cette règle. Un des premiers cas, par exemple, c'est une équipe visiteuse qui remet une composition d'équipe non valide. Alors, non valide au sens où, au moment où on doit reporter la rencontre, c'est-à-dire bien avant 9h, en fait, ils ne sont pas complets. En fait, ils ont envoyé qu'un seul joueur. Voilà, je l'ai dit un petit peu quelquefois dans certaines réunions dans le 13. Ils ont envoyé un pigeon voyageur qui représente le club et tout ça pour pouvoir inverser la rencontre. Donc là-dessus, bien évidemment, c'est pas ça l'esprit. L'esprit, c'est que l'équipe se soit déplacée au complet, que à ce moment-là, la rencontre doit être reportée. On est bien d'accord que c'est avant 9h. Hein, et dans ce cas-là, ok, on va laisser en fait la commission des conflits sportifs statuer sur ce genre de cas. Deuxième cas, par exemple, un peu exemple. Deuxième cas, exemple. Oui, je finis le slide. Vous pourrez poser vos questions plus tard. Voilà, je finis et après on posera les questions, s'il vous plaît. Donc, le deuxième cas exemple, c'est vous avez une équipe qui se déplace et qui en fait force le déplacement. C'est-à-dire que l'équipe qui reçoit lui dit non, vous déplacez pas parce que il va pleuvoir, voilà, les terrains sont pas praticables. Et cette équipe qui se déplace, elle force quand même la décision. Elle se déplace quand même. Ça, c'est typiquement un cas qui se produit quand on a des surfaces de jeu, terre battue d'un côté, dur de l'autre, hein, voilà, pour essayer de changer la nature de la surface. Donc ça, ce sont des éléments qui sont susceptibles de ne pas suivre cette règle. Et il y en aura d'autres, hein, la liste n'est pas exhaustive. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de revenir à l'esprit de la règle et après, on laissera les commissions compétentes statuer à chaque fois que on sera un petit peu en bordure de ce cas. Voilà, donc maintenant, je suis prêt à prendre les questions. Je profite, Vincent, du coup. Donc, dans l'ordre du chat, j'ai Monique Fornacero qui demande pour un joueur nouveau qualifié, 3e série venant de notre club, est-ce qu'il est considéré comme nouveau qualifié? Bon, je te l'ai un peu lu comme c'est écrit, mais dans l'idée, si je me permets de répondre, hein, c'est qu'un joueur nouvellement équipe, c'est uniquement si un joueur a été classé 15 ou mieux, donc seconde série ou mieux, avec le classement référence de juin au moment de son changement de club. Donc, si un joueur est seconde série ou mieux, il aura ce statut nouvellement équipe. On a une exception pour les jeunes qui ont moins de 13 ans s'ils sont 3e série, mais en aucun cas, un joueur qui est 4e série ou 3e série pourra avoir ce statut nouvellement équipe, il sera équipe et ne pénalisera pas son nouveau club pour pouvoir jouer.
On a Isabelle Laurent qui demande combien de joueurs NVEQ 4e série peuvent jouer par journée. Donc, c'est la même suite. C'est impossible qu'un joueur 4e série soit NVEQ. Donc, logiquement, sur la licence, ils seront équipes et donc ils peuvent tous, même s'ils arrivent tous d'un nouveau club, que des 4e séries, ils seront tous équipes et ils pourront tous jouer. Du coup, je profite, Ben, pour rappeler ce que j'ai dit dans la présentation. Donc, en senior, c'est 2 nouvellement équipes max par rencontre. Et en senior plus, ça sera 1 nouvellement équipe max par rencontre. Voilà, et on en profite vu qu'il y a les jeunes aussi qui vont arriver sur novembre-décembre. En jeunes, vu qu'il y a 2 simples. Donc, à partir du moment où on est sur 3 simples ou moins, c'est un seul NVEQ. Donc, c'est le cas en jeunes et senior plus. Et en mars, vu qu'on a 4 simples ou plus, on passe à ce moment-là sur 2 NVEQ dans la rencontre. Karine et Cécilia demandent à partir de quel moment on considère que l'équipe s'est déplacée. Donc pour moi, hein, l'équipe qui s'est déplacée, c'est à partir du moment où elle est arrivée au complet sur place. Après, on a toujours une commission des conflits sportifs qui est là pour aider. Si le club adverse leur dit oui, prenez la route, il y a 2 heures de route et au bout de 1h50 de route, tu leur dis non, faites demi-tour et on considère qu'ils ne sont pas déplacés, ça sera un peu limite. Donc les cas à la marge comme ça, on a une commission pour les gérer. Mais en règle générale, c'est pas déplacé, c'est qu'ils sont restés à la maison. Déplacé, c'est qu'ils sont arrivés au club où ils devaient jouer. Un petit détail, s'il te plaît. Sur le premier cas, qui me paraît tout simple, l'équipe visiteuse remet une composition non valide. Elle a perdu la rencontre, point barre. Ah, mais justement, oui, ok. Donc ce cas, effectivement, n'est pas super bien présenté. Il faudrait qu'on rajoute des horaires. On est bien dans un cas où à 8h45, on remet une composition avec un seul joueur à ce moment-là et il pleut à 8h45. Il n'est pas 9h, on ne va pas prononcer la disqualification de la rencontre. On est à 8h45, l'équipe, elle n'a pas à être disqualifiée. Les joueurs ne sont pas tous arrivés. On est vraiment dans un cas exemple où on est bien en amont de l'heure officielle de début de la rencontre. Voilà. Ah, parce que le capitaine prétend que les autres joueurs ne vont pas tarder à arriver. C'est ça l'idée. C'est des cas qu'on a eus, hein. On ne vous les invente pas complètement. Voilà, Ils doivent être là pour l'heure de la rencontre. Ils doivent être là à 9h plus 1 minute, hein, puisque je vous rappelle que l'horaire pour une disqualification pour équipe incomplète. Mais là, on est bien sur quelque chose avant 9h plus 1 minute. Voilà, il s'est mis à pleuvoir à 8h42 exactement. À ce moment-là, il n'y avait qu'un seul joueur qui était présent de l'équipe qui se déplace. Bah, pour nous, on ne considère pas forcément que c'était... voilà, c'est un cas où on va remettre à la commission des conflits sportifs qui va décider derrière voilà, si après on inverse ou on n'inverse pas. Ça me paraît étrange, mais bon. On a Frédéric Secondier aussi qui a levé la main pour une question. Alors, vous m'entendez, ce n'est pas une question, c'est la précision de ce cas-là, puisque dans les formations d'arbitrage, et ça fait déjà 2 ans qu'on le fait, dans le VAR, et je pense que ça a été précisé, je pensais que c'était précisé à la Ligue, nous, on considère que l'équipe s'est déplacée quand effectivement il y a une équipe valide, que la composition a été remise au juge arbitre. Voilà, même si l'équipe s'est déplacée, qu'il n'y a pas eu inversion des compositions d'équipe, on ne considère pas que la rencontre est commencée. Donc, si elle doit se rejouer, elle se rejoue sur le même terrain. On n'inverse pas le lieu. C'était la règle, Frédéric. Justement, Frédéric, c'était la règle qui était en vigueur jusqu'à l'année dernière qu'on a tous partagée. C'est beaucoup plus simple parce qu'il y a trop de cas de litige de dire je me suis déplacé, pas déplacé, l'autre il m'a appelé. Au moins, ça a réglé tous les problèmes. Hein. Oui Exactement. Et non. Oui, peut-être, vous avez raison. Chez nous, on n'a pas eu de soucis et on l'a remis dans le règlement de cette année. Hein. Chez nous, en tout cas. Dans le VAR, parce qu'au moins, c'est clair. Si je peux me permettre, Frédéric, par rapport au cas qu'on a eu concret, hein, on a 200, 300 rencontres par week-end et du coup, on en voit de toutes les couleurs. Et on a eu aussi, à l'inverse, des équipes qui étaient arrivées au complet, tous prêtes à remettre la composition et le juge arbitre, du coup, a refusé de faire remplir ce document pour arranger son équipe à la maison et que l'équipe n'ait pas besoin de se redéplacer. Et ces gens-là avaient pris une photo pour montrer qu'ils étaient là au complet à l'heure. Et les conflits sportifs avaient estimé effectivement que c'était une preuve valable et que le juge arbitre aurait dû faire son travail. Donc c'est bien que nous, qu'on apprenne effectivement au juge arbitre, le message qu'on veut vous faire passer, c'est oui, faites remplir cette fiche de composition, même s'il pleut. Voilà. Mais dans le cas où le travail n'aurait pas été fait parfaitement par le juge arbitre, on veut se permettre par nos règlements de garder cette flexibilité pour
leur permettre de ne pas se redéplacer à nouveau. On a eu le cas, forcément, c'est toujours sur un Avignon-Menton ou des choses comme ça, où il y a Ouais, parce 2 qu'en heures et demie de départemental, en route. général, ça se. Enfin, nous, on n'a pas eu de cas, en tout cas, par rapport à ça l'année dernière. C'est vraiment sur les régionales, parce qu'en général, enfin, Les moi, j'ai déplacements pas eu sont de plus litige. importants Voilà. aussi. Ouais. Voilà, Les c'est pour déplacements. ça. Parce que les litiges n'ont pas eu lieu. Et en général, soit on sait qu'il va pleuvoir toute la journée, et effectivement, on les fait pas se déplacer. Soit il y a une fenêtre d'ouverture et on s'organise pour prévenir les équipes d'attendre 1 heure avant de venir. Et quand ils viennent, oui, on remplit. Sinon, on les fait pas déplacer. Hein. Pour que ça soit plus clair, parce que c'est sujet à discussion quand même, hein, certains Voilà. cas. Hein. Là, la règle, vous l'avez sous les yeux, c'est celle-là qui sera appliquée par la Ligue et ses comités pour cette nouvelle saison. Okay. À mon avis, ça va poser plus de problèmes que ça va en régler. Mais bon, on verra bien. On verra bien, oui. Croisons les doigts. En fait l'idée qu'il y a derrière cette règle, c'est de remettre un peu l'intelligence. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la règle précédente, non, mais je vous explique, la règle précédente, avec cette notion de composition d'équipe remise, on avait toujours des petits malins qui allaient la contourner de toute façon. Là, on revient à l'esprit de la règle et après, on va laisser les commissions statuer en fonction de chaque cas particulier. Mais l'esprit de la règle, il est tellement qu'il est écrit là. Après, si on sent qu'il y a un club qui a envie d'essayer de tourner autour, bah, la commission se réservera la possibilité d'inverser cette règle. Voilà. C'est bien l'idée qu'il y a derrière. Je vous propose qu'on avance du coup. Ensuite, on arrive à un autre point qui concerne cette fois-ci la notion de juge-arbitre par équipe en rencontre donc départementale et puis on verra tout de suite après en rencontre régionale. Donc, il y a eu une demande forte des clubs pour, on va dire, alléger ce qui ressemble à une contrainte. Donc, c'est vrai, trouver des JAE lors des championnats par équipe senior, senior plus, c'est souvent très compliqué pour les clubs. Donc là, cette année, donc la Ligue met en place ce nouveau règlement qui dit que, donc là, on parle bien sur ce slide en championnat départemental, hein, donc en championnat départemental senior, en championnat départemental senior plus. Donc un JAE peut être joueur de son équipe sans en être le capitaine, hein, parce que ça, c'est la règle fédérale. Si et seulement s'il se fait remplacer dans ses fonctions de JAE par un autre JAE au moment de son ou ses matchs. L'idée, on voulait essayer de le schématiser sur la frise qu'il y a dessous là. On se prend un exemple, alors il est caricatural, je suis d'accord, mais ça permet à tout le monde de comprendre l'esprit qu'il y a derrière cette règle. Donc à 8h45, le JAE, hein, celui qui sera le JAE officiel de la rencontre, celui qui sera saisi sur TNUP en tant que juge-arbitre, donc c'est lui qui va gérer le lancement de la rencontre. Quand je parle de lancement de la rencontre, c'est les compositions d'équipe. Et donc c'est pour ça que c'est bien qu'il ne soit pas capitaine. Comme ça lui permet de gérer, et je l'écris volontairement en toute impartialité, la gestion de ses compositions d'équipe. Dans l'exemple qu'on va prendre, on va considérer que le JAE, lui, sera joueur donc, de son équipe. Hein, donc il sera joueur du simple numéro 3. Donc, il va lancer les rencontres de façon tout à fait normale, comme le fait un JAE. Donc, il lance son simple 4, il lance son simple 2, il n'est pas concerné, il reste le JAE de la rencontre sans aucun souci. Ensuite, il est 10h30, le simple numéro 4, par exemple, vient de se terminer, et le JAE va être amené à disputer le simple numéro 3. Je pense qu'il y a un micro qui est assez perturbant. Pardon, je sais plus comment. Je viens de le couper, Vincent. Merci Ben. Ouais. Donc voilà, je reviens, il est 10h30, donc le joueur va jouer son simple numéro 3. Donc à ce moment-là, en fait, il va devoir être remplacé par un JAE qui ne sera pas joueur au moment de cette partie. Donc l'idée quand même de ça, c'est ce qui se pratique dans le 0,4 et le 0,5 depuis quelques années. C'est qu'en fait, l'idée, c'est que tous les joueurs de la rencontre, en fait, il y ait un maximum en fait, de joueurs de la rencontre qui soient des JAE. Le JAE à 10h30, ça peut très bien être le joueur du simple numéro 4 qui vient de terminer son simple. Donc c'est juste ce JAE-là, en fait, il va faire office de superviseur, il va gérer en fait les problèmes potentiels qu'il va y avoir sur le terrain du JAE qui est joueur de simple numéro 3 à ce moment-là, mais aussi sur le terrain d'à côté, puisque ici il y a le joueur de simple 1 ou de simple 2 qui joue.
Ensuite, il est midi, le joueur de simple 3 finit son simple, donc tout va bien, et le JAE reprend alors ses fonctions de juge-arbitre de la rencontre, et il va assurer la fin des parties de simple, et il va aussi assurer la gestion des compositions de double. Dans l'exemple qu'on va poursuivre jusqu'au bout, le JAE est joueur du double numéro 2, donc quand il va devoir aller jouer le double numéro 2, il va à nouveau devoir être remplacé par un joueur, entre guillemets, superviseur de ces parties-là, voilà, jusqu'à la fin de la rencontre. Et là, à ce moment-là, le JAE officiel finalisera la rencontre. Alors, c'est un exemple pour bien essayer d'expliquer ce qui est attendu. Donc, l'idée, et c'est l'objectif de cette évolution, c'est d'inciter vos joueurs de championnats départementaux à être des JAE. Hein. Donc, déjà, ça permettra d'éviter certains litiges. Je pense que si les joueurs, il y a un maximum de JAE, ben, je pense qu'on y gagnera aussi dans les par équipe, et ça vous permettra, alors là je parle à vous, club, de faciliter l'organisation des compétitions dans vos clubs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette règle, et je propose de passer donc à la règle en championnat départemental. Hop, si je retrouve ma souris. Donc là, c'était l'aspect championnat départemental. Donc je le redis pour tout le monde, le JAE peut être joueur de la rencontre hein, à laquelle il va prendre part, mais il ne doit pas en être le capitaine. En régional, à l'inverse, on va être sur quelque chose d'un peu plus rigide par rapport à l'année dernière. Donc la règle va dire que le JAE de la rencontre, il ne peut pas être joueur de la rencontre. C'était ce qu'on avait déjà l'année dernière, mais il ne peut pas être joueur d'une autre rencontre ayant le même lieu le même jour. C'est-à-dire que ce qui se produisait un petit peu, voilà, c'est qu'il y avait des joueurs qui croisaient les juges-arbitres quand ils avaient plusieurs réceptions à domicile. Voilà, l'idée, c'est qu'en régional, on n'ait plus cette pratique. Voilà, les divisions régionales, on va vouloir tendre vers des JAE qui sont uniquement sur la fonction de JAE le jour de la rencontre. Donc, on a donné quelques exemples dessous. Donc, voilà, par exemple, vous avez une équipe 1 qui joue en régional, une équipe 1 dame qui joue en régional, une équipe 1 messieurs qui joue en régional. Donc, ces deux équipes reçoivent ce dimanche dans votre club. Eh bien, le JAE de la rencontre messieurs ne peut pas être une joueuse de l'équipe dame. C'est bien la notion. Et puis, vice-versa, une joueuse de l'équipe dame ne peut pas être un joueur de l'équipe messieurs. Voilà. Donc ça, c'était un premier point. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus croiser. Et le deuxième point, le deuxième exemple, cette fois-ci, va mêler un peu de départemental et de régional. Donc vous avez une équipe 1 dame qui joue en départemental qui reçoit, en même temps qu'une équipe 1 messieurs qui joue en régional et qui reçoit. Donc comme on l'a dit, le JAE de l'équipe messieurs, vu que c'est en division régionale, lui, il ne peut pas être une joueuse de l'équipe dame, puisqu'en fait, le JAE ne peut pas prendre part à une autre rencontre ayant lieu le même jour. Par contre, le JAE de l'équipe 1 dame qui joue en départemental peut être un joueur de l'équipe messieurs, et avec la même condition que ce qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est s'il se fait remplacer au moment où il est amené à jouer, donc sans ambiguïté. Voilà à peu près pour cette évolution. Voilà, on espère en fait que ça va aller réguler un petit peu les pratiques et les dérives qu'on a observées les années précédentes, parce qu'en fait, cette règle n'est ni plus ni moins que la pratique de ce qui a été observé sur pas mal de terrains. C'est-à-dire que voilà, les JAE étaient souvent membres de cette même équipe. Donc voilà, donc je résume et après je prendrai des questions s'il y en a. En départemental, le JAE peut être joueur de la rencontre, mais pas capitaine. Par contre, en régional, le JAE ne peut pas être joueur de la rencontre ni d'aucune autre rencontre ayant lieu le même jour. Voilà pour cette évolution dans la Ligue. On a des questions, Vincent. Ouais, on a une question. Oui. Jusqu'à quelle heure on peut reporter la rencontre en cas de pluie? Est-ce que c'est bien 13 h? Donc, pour une rencontre qui débute à 9 h, effectivement, la règle dit que vous avez la possibilité de maintenir à votre disposition les équipes jusqu'à 13 h. Et la règle, un samedi après-midi, par exemple, pour une rencontre qui débute à 14 h, c'est que vous avez la possibilité de maintenir les équipes jusqu'à 15 h 30. Après, sur le dimanche matin, voilà, je l'insiste souvent en formation,
L'idée, c'est pas non plus que vous ayez les joueurs dans votre bureau de 9h à 13h. Voilà, on reste des amateurs, c'est de la compétition, certes, mais voilà, les gens ont une vie à côté, donc si on sent que la rencontre a une chance de se dérouler à partir de 13h, on va essayer de la maintenir, mais peut-être que la décision devra être prise un peu plus tôt que 13h si on sent que la rencontre ne pourra pas se dérouler. On a une autre question de Francis Ounjan qui dit, donc en championnat départemental, tu as dit qu'on pouvait être juge-arbitre de sa rencontre et se faire remplacer quand on jouait. Et du coup, on pouvait avoir plusieurs joueurs qui étaient juges-arbitres pour que tout le monde puisse tourner. Et il pose la question, et lors des doubles. Donc forcément, s'il y a 4 joueurs qui se tournent sur les simples et que les 4 jouent le double. Du coup, là, effectivement, il faudra que vous ayez un juge-arbitre pour gérer cette partie de double. Voilà, qui peut être un JAE1, quelqu'un qui est venu que le dimanche à midi pour gérer la partie de double. Là, vous allez avoir besoin d'une 5e personne. Je précise un point, rien n'a dit dans la règle que le JAE doit être du club. Rien ne vous empêche de vous mettre d'accord avec le club qui vient sur vos installations pour qu'un des JAE qu'on évoque, là, un des JAE superviseurs, entre guillemets, soit quelqu'un du club adverse. Hein. Rien ne l'empêche. Hein. C'est important de le rappeler. C'est ce que Patricia Cadar en même temps a écrit dans le chat. On peut demander un JA du club adverse. Vous êtes synchro. Voilà. On avait répété, c'est pour ça. Une autre question, si on a 2 rencontres, une après l'autre le même jour, donc on imagine une le matin qui se termine et on a une autre rencontre où tout le monde s'est mis d'accord pour jouer l'après-midi, est-ce qu'un joueur de l'après-midi peut être juge-arbitre du matin et inversement? On est bien sur 2 rencontres qui sont pour moi complètement distinctes, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, c'est possible. Effectivement, quand on dit que ni d'une autre rencontre ayant lieu le même jour, on sous-entend en même temps. Voilà, effectivement. Donc voilà, si par contre elles sont à des moments bien distincts et qu'il n'y a pas d'interaction et pas de chevauchement entre ces 2 rencontres, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est possible. Et tu viens de répondre à toutes les questions pour le moment dans le chat, tu peux continuer. Je crois qu'il y a une question d'Isabelle qui a levé sa main. Isabelle, oui. Oui, bonjour. Juste, je voulais savoir si il y a 2 rencontres en même temps dans le même club, le juge-arbitre peut faire les 2 rencontres? Oui, ça se passe en même temps. Oui. Merci. C'est possible. C'est possible. Une question, je crois. Non, c'est bon. De Frédéric qui a levé la main ou c'était une main qui traîne depuis tout à l'heure? Non, je peux juste prendre la parole. Je trouve que c'est compliqué, ça va être chaud pour suivre. Et ça veut dire que les clubs, ils ont le droit de mettre plusieurs juges-arbitres adjoints. Ça veut dire que, et systématiquement, si cette règle est mise en place, il faut qu'on ait une feuille d'observation, on est d'accord? Parce que comment on va pouvoir justifier que la 2e personne qui prend le relais, elle est bien juge-arbitre, vu qu'elle n'est pas inscrite sur la feuille? C'est ce qu'a précisé Vincent dans la slide précédente, si je ne dis pas de bêtises, oui. Je reviens en arrière. Vas-y Ben, si tu veux, mais voilà. Non, mais effectivement, c'est ce que j'ai vu dans ta slide. L'organisation associée et le JAE adjoint devront être notifiés sur une fiche d'observation et de décision. C'est bien l'idée. Ouais, bon, je ne sais pas si les clubs vont le faire, déjà qu'on n'en a pas beaucoup. Je pense que va être mis une personne sans savoir vraiment qui. Donc ça risque d'être assez compliqué. Déjà que les équipes ont du mal à avoir des JAE, alors en avoir 2 le même jour de la rencontre. Non, mais alors, je me permets d'apporter un complément. Avant, on demandait à ce que le JAE soit pas joueur. Donc là, on a quand même facilité les choses. Donc oui, j'entends que derrière, il va falloir qu'il y ait une organisation qui se mette en place, que les clubs s'adaptent. C'est-à-dire qu'au lieu d'un juge-arbitre, il en faut 2, quoi. Non, si le juge-arbitre est joueur. Ça mobilise 2 personnes. Non? C'est des JAE joueurs, oui. Donc c'est pour ça, d'où l'idée d'inciter vos joueurs d'équipe à être juge-arbitre, on est bien d'accord. Si on avait tous dans nos clubs au moins un juge-arbitre par équipe, ça faciliterait les choses pour l'organisation, ça c'est certain. Mais bon. On a aussi Olivier Sias qui avait levé la main. Oui. On t'entend, Olivier. Bonjour à tous. Ouais. Donc je réagis, je vais remettre une couche sur ce que vient de dire Vincent. La règle, elle est là pour simplifier. Donc, si Fred, les clubs dans le Var, ils trouvent que c'est trop compliqué ce qu'on met en place, Vincent l'a dit, on revient à la règle, un juge-arbitre
qui fait la rencontre et qui n'est pas joueur. Point barre. Nous, ce qu'on veut simplement, c'est faire en sorte que les petits clubs qui jusqu'à présent pénalisaient, soit ils jouaient le jeu et du coup il y avait un joueur qui était pénalisé, qui pouvait pas jouer parce qu'il était obligé de faire juge-arbitre, ou ils trouvaient cette alternative de faire juge-arbitre pour une rencontre et l'autre. On a simplement régularisé cette forme-là et donné une possibilité aux clubs qui sont départementales de pouvoir faire ces actions, d'être joueur et juge-arbitre. C'est vraiment une simplification. Maintenant, comme dans toute simplification, il faut l'encadrer. Donc, soit il ne se passe rien et c'est toujours pareil, on ne voit rien, ça passe et puis voilà. Soit, à un moment donné, il y a un problème, comme ça arrive, comme ça peut arriver, et à ce moment-là, c'est le processus, comme tu le dis, voilà, on va aller vers la commission des conflits avec une fiche d'observation, avec tout ce qui va bien. Et si effectivement tout n'a pas été rempli dans les règles, et c'est ce côté-là un petit peu administratif qui peut être lourd, c'est vrai, du coup, il y aura, ce sera des jugés. Mais il faut considérer que dans 90% des cas, tout se passera bien et qu'on est obligé d'encadrer ce règlement-là. Maintenant, comme je te le dis, si c'est trop compliqué de trouver 2 JAE, 2 ci, 2 là, on repart à la règle initiale, hein, c'est pas un problème. Mais on donne simplement une possibilité pour que ce soit plus souple. C'est dans ce sens-là. C'est la première année qu'on met ça en place. Attendons 2 ans, 3 ans, 4 ans. Peut-être que dans 5 ans, on dira c'est chouette, ça se passe bien. On aura toujours 2-3 merdes, ça fait partie du truc. Et puis peut-être que dans 2-3 ans, on nous dira mais il faudra ajouter ça ou ça pour faire en sorte que. Et puis voilà. Mais c'est vraiment l'idée de cette règle-là. Voilà, oui, j'ai bien compris, Olivier. On va le tester cette année. On verra bien. Si on a beaucoup de remontées négatives avec des conflits, automatiquement, l'année prochaine, on n'attendra pas 2, 3 ans, 4 ans pour changer la règle. Hein. Mais on va la tester si ça peut aider. Bien sûr que oui. Hein. Ce test-là est déjà fait dans le 05 depuis pas mal d'années et sauf erreur de ma part, quand j'y étais, ça fonctionnait et quand Mika il a repris, ça fonctionne aussi. Il n'y a pas de raison. Après, il y a peut-être plus de juges arbitres dans les équipes, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment que les clubs mettent des joueurs en formation. C'est la règle de base, sinon ça aura du mal à fonctionner. Exactement. Ça risque de ne pas encourager la formation de juge arbitre, mais bon. Oui, pourquoi vous dites ça? Justement. Gérard, c'est le but, c'est que les clubs mettent plus de joueurs en formation juge-arbitre, sachant qu'ils ne seront pas pénalisés, puisqu'ils pourront à la fois jouer et juge-arbitre. Donc on verra. Si on a plus d'inscriptions en formation, tant mieux, et ça pourra fonctionner. Seulement sur cette condition-là. Allez, on est obligé de cadrer aussi un petit peu. Pardon, Olivier, mais on a beaucoup de mains levées. 220 JAE en plus l'année dernière, c'est le chiffre que j'ai juste après, je rends la main. On a C. Dumas dans les personnes qui souhaitent poser une question. Oui, bonsoir. Le superviseur, est-ce qu'il faut le saisir dans TNUP puisque c'est possible? Et est-ce qu'il contrôle à ce moment-là qu'il est bien JA? Non, ce superviseur-là, tel qu'on l'a imaginé, il ne va pas se saisir dans TNUP. Voilà, c'est la seule personne qu'on va saisir dans TNUP, c'est le juge arbitre de la rencontre officielle. On a Daniel qui a une question. Oui, moi je voulais savoir si donc le deuxième JAE, celui qui va être adjoint, est obligé d'assister à la totalité de la rencontre. Typiquement, non, pas forcément. Pas du tout. Il peut être là juste pendant le match du JAE principal. En fait, le deuxième superviseur, il a cette notion, c'est qu'il va être vraiment, entre guillemets, que superviseur. Donc s'il n'était pas là à 9h, ce n'est pas forcément un problème. Il faut qu'il soit là officiellement au moment où on en aura besoin de lui, quand le JAE sera amené à jouer. Ok. On a Jean-Paul Houdaille. Oui, moi j'ai posé une question sur le chat et je ne sais, enfin c'était peut-être pas une question. Donc c'est sur les régionales senior plus, donc pas de joueurs JAE. C'est bien ça? Pas en régional. Okay. Pas en régional. Merci. Senior plus et senior d'ailleurs. Ok, j'ai compris. On a François. Oui, bonsoir. Non, je voulais juste faire une remarque en disant que je trouvais que cette nouveauté était superbe.
pour les JAE et pour les équipes. Et justement, ça va être un sacré effet de levier pour inciter nos joueurs à suivre ces formations de juge-arbitre. C'est l'objectif. Eh ben merci, c'est l'objectif vraiment qu'il y a derrière. Voilà, et je pense que ça va énormément pousser la chose. Et on a Daniel. Oui, bonsoir. Alors, je vais peut-être poser une question. Vous avez peut-être donné la réponse parce que je suis dans un environnement où il y a plein de monde autour de moi et j'ai loupé certaines choses. La fiche d'observation sur laquelle on note donc il y a eu un juge-arbitre joueur. Elle se remplit sur T9 ou c'est une autre manip C'est une feuille papier. C'est une feuille papier, Daniel. Qu'on doit envoyer, alors vous l'avez peut-être dit. Non, en fait, vous n'allez pas forcément l'envoyer, cette feuille. L'idée, c'est de la conserver ou en tout cas de le faire sur un papier libre. S'il y a une réclamation, on vous la demandera. S'il n'y a pas de réclamation, voilà, on s'arrête là. Cette feuille, ça s'arrête là. Ok, merci beaucoup. En tout cas, Et moi, je trouve ce principe très sympa de pouvoir être juge-arbitre et joueur. Enfin, je trouve ça très bien. Et on a Bruno. Bonsoir à tous. Petite question, est-ce que ça peut être 2 joueurs qui soient JAE de la même équipe, donc en ne jouant pas évidemment en même temps? Oui, tout à fait, c'est l'idée. C'est l'idée. Hein. L'idée, c'est que vous ayez, par exemple, le joueur du simple 3, le joueur du simple 4, qui soit JAE, ça vous permettra de couvrir au moins la rencontre sur tous les simples, entre guillemets. Quoi. Voilà. Ok. Et on a Michel. Alors moi, je voudrais juste rajouter que c'est une souplesse, comme l'a dit Olivier, mais aussi le gros avantage, c'est qu'au moins les joueurs connaîtront le règlement, vu qu'ils ont été formés en tant que JAE. Et ça, c'est quand même un bon point. Merci Michel. Voilà, je regarde dans le chat, donc on a répondu, le JA remplaçant peut arriver en cours de rencontre, il n'est pas obligé d'être là au début de la rencontre. Le format des fiches d'observation, donc soit elle est téléchargeable sur mon espace arbitrage, soit une feuille libre, c'est très bien. Je trouve ce nouveau règlement très bien afin de jouer au maximum, surtout quand les équipes n'arrivent pas à être au complet. Au moins le JAE pourra venir que pour 2 heures. Ben, ton micro a été coupé, hein. Il faut que tu le remettes. Hop, pardon. Pourquoi fait-on une différence de traitement entre le départemental et le régional? Je vais y répondre, hein, mais c'est lié au niveau des rencontres. L'idée, c'est quand même de faciliter le travail dans les divisions départementales où il y a beaucoup plus de convivialité, où les équipes galèrent plus à trouver des juges arbitres. Et à l'inverse, en régional, on est plus sur l'élite, on est plus sur des joueurs de haut niveau. Les clubs qui ont des rencontres, des équipes en régional, elles doivent pouvoir avoir la structure pour pouvoir proposer un juge arbitre qui ne sera pas joueur. L'idée, elle est bien là derrière. Merci. Et on a une question sur quelle est l'indemnité recommandée pour un JAE 1. Donc ça, je peux me permettre de répondre. Vincent, c'est bien le club qui est décideur et qui décide du montant qu'il souhaite verser. Donc c'est une indemnité d'arbitrage auprès de l'officiel. Nous, on a des recommandations au niveau de la Ligue où, de notre côté, on indemnise 40 € un JAE 1, 50 € un JAE 2 et 60 € un JAE 3 pour la journée. Et tu peux continuer, on a fait le tour des questions. Allez, donc je continue. Donc cette fois-ci, on va partir au nouveau. On reste toujours dans les règles locales. Hein, donc nouveautés sportives en Ligue PACA. Vous le savez plus ou moins déjà tous. Un club qui déclare une équipe en championnat senior plus ou jeune, il a la possibilité de faire une liste nominative. Hein, donc c'est cette fameuse liste de 10 joueurs. Et la nouveauté en 2024, c'est que on va autoriser à ce qu'il y ait 15 noms dans cette liste nominative. Donc on ne sera plus sur les listes nominatives de 10, mais on sera sur des listes nominatives de 15 joueurs. Voilà. En ce qui concerne les autres règles, il n'y a rien qui change. On pourra toujours avoir la possibilité d'avoir 15 joueurs plus un joker. Et je rappelle que le joker, et je vais en faire une partie spécifique juste après, le joker, c'est toujours un joker autorisé par rencontre, un joker maximum, et le joker doit avoir un classement inférieur ou égal au moins bien classé des joueurs brûlés de la liste. Donc voilà, je vais en reparler, mais voilà, donc c'est pour insister. Donc aujourd'hui, ce sont des listes de 15 plus un joker. J'avance et je répondrai peut-être aux questions une fois qu'on aura fini les rappels sur les jokers. Voilà, donc on vous a préparé 3 slides. Juste pour rappeler quelques notions, parce que je sais que ce n'est pas facile pour tous les JAE.
Donc aujourd'hui, un club qui inscrit une équipe, il saisit en fait une liste nominative de 15 joueurs maximum par équipe inscrite. Donc que ce soit en senior, que ce soit en senior plus. Alors en jeune, c'est un peu moins le cas, mais il a la possibilité de le faire. Mais bon, si vous arrivez à trouver 15 joueurs pour une équipe, c'est pas mal. Ensuite, juste une notion de définition. Donc on considère que les 4 premiers joueurs de votre liste en senior, les 3 joueurs en senior plus et les 2 premiers joueurs en jeune, qui sont sur cette liste au moment de l'inscription seront des joueurs brûlés. Et je parle bien au moment de l'inscription. La notion de joueur brûlé, juste pour le caler avec tout le monde, en fait, la notion de brûlé, c'est juste que ce joueur-là, il ne pourra pas être inscrit, et je dis inscrit, dans une autre équipe de votre club. C'est-à-dire qu'un joueur brûlé, il ne sera inscrit que dans cette équipe-là. C'est juste ça que signifie la notion de joueur brûlé. Et tous les autres joueurs qui ne sont pas brûlés, donc c'est les joueurs de 5 à 15 ou 4 à 15 en senior plus, sont des remplaçants. Et eux, ils peuvent être inscrits dans plusieurs équipes. Voilà, c'est comme ça qu'est construit la philosophie de constitution des équipes. Vous, en tant que JAE, j'ai envie de dire, ça ne vous impacte pas. C'est plutôt des responsabilités de capitaine d'équipe et de club. Vous, au quotidien, on va passer sur le slide d'après, vous allez avoir à gérer en fait la notion de joker. Donc là, je vous ai pris 3 équipes que vous avez au sein d'un même club. Juste, vous observerez, on est sur un championnat senior, donc en fait, comme il y a 4 simples, donc en fait, dans votre liste de 15 joueurs, il y a 4 joueurs brûlés. C'est les 4 meilleurs joueurs de votre liste. Donc là, typiquement, dans l'équipe 1, les joueurs de Gasquet à pair, ils sont joueurs brûlés. Voilà, et ainsi de suite, vous avez comme ça dans l'équipe 1, dans l'équipe 2, dans l'équipe 3. Donc la règle du joker, c'est un joker pourra être joker de l'équipe 1 s'il a un classement inférieur ou égal au moins bien classé des 4 premiers joueurs de la liste. Donc typiquement dans l'équipe 1, le joueur le moins bien classé de ces joueurs-là, c'est pair et qui est 5-6. Donc un joker en équipe 1, il pourrait être 5-6 ou inférieur, c'est-à-dire 5-6, 15, 15-1. Dans l'équipe 2, même raisonnement, voilà, un joker, c'est le moins bien classé des joueurs brûlés, donc ça sera un 15 ou inférieur, puisque le moins bien classé des joueurs brûlés de l'équipe 2, c'est Bourg ou Clément qui sont à 15. Enfin, dans l'équipe 3, vous avez tous compris, le moins bien classé, voilà, ça sera un 15-1, c'est Muller ou Cliff. Et donc du coup, le joker pourra avoir un classement 15-1 dans l'équipe 3 ou 15-2, 15-3 et ainsi de suite. Je vous propose qu'on passe au slide d'après, parce que là, on était sur un exemple assez facile. Et en fait, on sait tous très bien que... voilà. Alors, juste avant de passer à ce que j'imaginais vous dire, je voulais juste le remarquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, en tant que JAE, qu'est-ce que vous allez avoir? Le jour de la rencontre, vous allez avoir une équipe qui se déplace et qui va arriver en face de vous. Vous allez avoir, dans cette équipe, des membres de la liste des 15 joueurs. Vous savez que ceux-là, ils sont qualifiés, vous avez leur classement sur TNUP, quand TNUP marche bien. Voilà, vous avez tout ce qui va bien. Et la seule chose que vous allez avoir, c'est potentiellement un seul joueur joker en plus, en senior ou en senior plus. Et je rappelle juste qu'on a un nombre de jokers illimité chez les jeunes. Voilà, donc en fait, vous allez avoir des membres de cette liste de 15 plus un seul joueur joker. Mais du coup, il y a une petite difficulté qui apparaît avec le classement mensuel, le classement glissant sur 12 mois mensuel. Là, je vous ai représenté un exemple qu'on va parcourir ensemble pour que tout le monde comprenne bien. On est toujours sur un championnat par équipe senior, donc on a toujours les 4 premiers joueurs de la liste qui sont des joueurs brûlés. Donc, dans la liste à gauche, donc les J1 à J6, c'est la liste telle que vous l'avez saisie sur Haddock au moment de l'inscription des équipes sur Haddock. Donc ça, c'est typiquement le cas. Là, vous avez saisi vos équipes Senior Plus en tant que club. Vous avez aujourd'hui le J1, le J2, le J3, ils sont tous bien ordonnés, ça respecte bien les classements. Donc le J1 jusqu'au J4 sont des joueurs brûlés. Et il va se passer un classement mensuel, par exemple, le mardi de la semaine prochaine. Et là, en fait, les choses vont bouger. Le J1, qui était 15, il va passer 15-1, dans mon exemple, donc il est descendu d'un classement.
Le J2, il est lui monté d'un classement, il est monté 15. Le J3, lui, il est resté à son classement, hein, très bien. Et le J3, lui, il est descendu d'un classement, et voilà. Et en parallèle, on a le J6, hein, qui était 15-3 avant, qui devient 15-1, qui lui est monté de 2 classements à ce classement-là. Voilà, on se retrouve en fait avec une liste qui a quand même pas mal évolué à cause du classement mensuel. Alors, comment ça va se passer vis-à-vis du Joker? J'insiste, les joueurs Joker, les joueurs brûlés, le sont nominativement. C'est-à-dire que le J1, le joueur qui était 15 au moment de l'inscription, il restera brûlé tout au long du championnat, quelle que soit l'évolution de son classement. Le joueur J2, c'est nominatif, il restera brûlé sur le championnat, quelle que soit l'évolution de son classement. Typiquement, là, il est hors de question de dire que le J6 qui est monté 15-1 soit devenu un joueur brûlé. Non, il était 15-3 avant, il n'était pas brûlé, il ne le sera pas dans tout le reste du championnat. Donc à partir de ce moment-là, vous avez compris ce principe-là. Donc la question qui est posée, bon, on ne va pas le faire voilà, dans une salle virtuelle comme celle-là, mais quel est le classement maximal du Joker de cette équipe avec l'équipe au moment de l'inscription sur Haddock? Vous l'avez tous compris, donc je vais afficher la réponse. C'est 15-2 parce qu'en fait, on est bien sur la liste qui est à gauche, donc au moment de l'inscription. Donc c'est-à-dire, si la rencontre se joue juste après l'inscription, dans ce cas-là, c'est le plus faible classement des joueurs brûlés. Donc c'est 15-2 ou inférieur. Maintenant, on va changer de classement mensuel. On en arrive à la deuxième question. Quel est le classement maximal du Joker de cette rencontre le jour de la rencontre? Donc là, le jour de la rencontre, on est sur le tableau de droite. Et là, on va à nouveau chercher le plus faible classement, le moins bien classé, pardon, on va dire comme ça, le moins bien classé des joueurs brûlés. Et le moins bien classé des joueurs brûlés, c'est le J4, qui est 15-3. Donc le Joker, ce jour-là, il devra être 15-3 ou inférieur. Je en profite, parce que cet exemple, il est plutôt bien pour les clubs, après pas pour vous, juge arbitre, les clubs qui essayent de faire de la stratégie, typiquement, au moment où vous avez fait votre équipe, vous avez dit, allez, on a un 15-2, on va le mettre de côté, et puis on va le sortir en Joker à chaque rencontre du club. Si vous l'aviez prévu comme ça, bah, tant mieux. Mais vous voyez qu'avec l'évolution des classements, le J2, enfin le joueur qui était 15-2, pardon, eh bien, il ne pourra plus jouer dans cette équipe en position de Joker. Donc, faites pas trop de stratégie. Le message que je passe à tous les capitaines de club, c'est mettez les joueurs que vous voulez qui jouent dans l'équipe, vous les mettez dès le début. Ne cherchez pas à les cacher en tant que Joker. Ensuite, la dernière question de ce slide pour que tout le monde comprenne bien. Est-ce qu'un joueur brûlé de l'équipe 2, donc qui n'est pas dans cette équipe-là, et qui est classé 15-2 pourra jouer le jour de la rencontre? La réponse est non, parce que c'est pas parce qu'il est brûlé de l'équipe 2, ça c'était pas une contrainte. Par contre, c'est parce qu'il n'a pas le bon classement. Il est 15-2. En fait, pour jouer le jour de la rencontre, il fallait qu'il soit 15-3 et inférieur. Voilà, j'espère que ça a permis à tout le monde de figer un peu les esprits. J'ai un autre exemple derrière, un peu plus concret, moins théorique, c'est plutôt la réalité. C'est qu'est-ce que vous allez voir sur TNUP. Là, j'ai pris un exemple de championnat senior plus 35. Je vous rappelle, championnat de senior plus 35, c'est 3 joueurs brûlés parce qu'on a 3 simples. Donc là, vous détectez bien sur le slide les 3 petites flammes qui sont sur Pierson, Dumas et Massa. En fait, cette liste que vous avez à l'écran, elle résulte d'un classement mensuel. On voit bien que Massa, il n'est plus le 3e meilleur joueur de l'équipe, mais ce n'est pas grave. Voilà, ça a évolué comme ça. Massa a été brûlé à l'inscription de l'équipe, ça veut dire qu'il était le 3e meilleur classé. Maintenant, ce n'est plus le cas et ce n'est pas grave. Donc, du coup, la notion, c'est quel est le classement maximal du Joker de cette équipe le jour de la rencontre. Donc, on revient à la règle. La règle dit le Joker peut avoir un classement inférieur ou égal au moins bien classé des joueurs brûlés. Les joueurs brûlés sont Pierson, Dumas et Massa. Le moins bien classé des joueurs brûlés est Massa, qui a un classement de 4-6. Donc, un Joker, ce jour-là, il peut être 4-6 ou inférieur, ou 5-6, ou 15, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est vraiment une notion pour que tout le monde ait compris avec ces évolutions de classement. Ça nous paraissait important de faire ce rappel. Et j'ai un dernier petit slide sur les jeunes, cette fois-ci. On va le décliner sur les jeunes. Donc là, on vous a pris une équipe jeune, je ne sais plus en quelle catégorie, sûrement en U14.
Du coup, vous avez 2 joueurs brûlés parce qu'il y a 2 simples. Donc, qui sont Diac et Vivien. Et donc, à nouveau, alors je fais passer les réponses, pardon. Hop, je suis allé un peu trop vite. Donc, quel est le classement maximal du joueur joker dans cette équipe? Et ça correspond au moins bien classé des joueurs brûlés. C'est Mademoiselle Vivien qui est 15. Donc, un joueur joker pourra être 15 ou 15-1 ou 15-2 et ainsi de suite. Voilà. Et je vous rappelle qu'en jeune, on a un nombre de jokers illimité. Voilà, c'est la seule subtilité par rapport au championnat senior et senior plus. Voilà, j'en ai fini pour ce petit rappel sur les jokers. Je pense qu'on peut prendre peut-être quelques questions. Allez, une première question. Pourquoi un joueur inscrit dans une catégorie d'âge ne peut pas jouer dans une autre catégorie d'âge? Par exemple, un joueur qui est en 35 ans, pourquoi il ne peut pas aller finalement jouer en 45 ans le week-end d'après? Alors, ça, c'est pas complètement vrai. C'est-à-dire qu'un joueur qui est inscrit dans une liste, tant qu'il n'a pas joué réellement sur le terrain, il pourra toujours aller jouer dans une autre catégorie d'âge. Je le fais simple. Vous avez inscrit un joueur, par exemple, en plus 45. Ça veut dire qu'il a l'âge pour aller jouer en plus 45. Vous l'avez inscrit dans l'équipe plus 45, mais il n'a jamais joué un match. Ce dimanche, vous avez besoin de lui pour jouer en plus 35. Eh bien, il a la possibilité d'aller jouer en plus 35 parce qu'il n'a pas joué sur le terrain. Par contre, à partir du moment où un joueur a joué sur le terrain, eh bien, il ne pourra plus changer de catégorie. Voilà. Si le joueur a joué un match en plus de 45, il doit continuer à jouer en plus 45. Si un joueur a joué sur le terrain en plus 35, il doit continuer à jouer en plus 35. C'est une règle fédérale qui effectivement nous permet de participer au championnat dans une seule catégorie d'âge. Et même s'il est brûlé, je vois le commentaire, même s'il est brûlé. La notion de brûlé, je vous ai dit, c'est une notion d'inscription d'équipe. Ça, c'est pas une notion au jour de la rencontre. On nous demande, y a-t-il un nombre minimal de joueurs brûlés qui doivent jouer à chaque rencontre? Un nombre minimal, non. Par contre, un nombre maximal, oui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'amener un joueur brûlé. Vous pouvez jouer avec des joueurs qui sont sur la liste des 15. Par contre, vous aurez le droit au maximum à un seul joueur brûlé. Brûlé, excusez-moi. Attendez, voilà. Il n'y a pas de notion de joueur brûlé. Vous pouvez 0. C'est pas impossible. Ça peut être tout le monde ou que des remplaçants qui viennent jouer, même s'ils ne sont pas brûlés, il n'y a aucun souci. Voilà. On a beaucoup. Oui. Ouais, j'essayais de mettre la main là pour lever, pardon, juste pour rebondir sur ça. Je pense que cette question, elle vient aussi pour les listes qui sont faites des fois avec des joueurs brûlés qui sont inexistants. Donc, je voulais savoir si la personne qui a posé cette question, elle mettait le doigt sur des équipes sur lesquelles on mettrait des joueurs brûlés bien classés pour mettre l'équipe devant et au final ne venait jamais avec ces joueurs-là. Est-ce que c'était ça l'idée qui était derrière? Donc, si la personne qui a posé la question peut réagir sur ça, ça m'intéresse en fait. En tout cas, le message, en attendant qu'elle prenne la parole, le message qu'il faut passer au capitaine d'équipe, c'est mettez des joueurs qui vont jouer. Parce que si vous mettez des joueurs, entre guillemets, comme a dit Olivier, qui ne sont pas susceptibles de jouer juste pour faire de la stratégie, c'est comme ça que vont arriver les WO à terme. Parce qu'à un moment donné, à force d'avoir des blessés, des joueurs qui ne jouent pas et machin, voilà. Alors, on a une question en attendant. Comment pourrons-nous savoir s'il a joué dans une autre catégorie d'âge? Alors effectivement, en tant que juge arbitre d'une rencontre un dimanche matin, pour vous, c'est difficile. Mais sachez que nous, voilà, le lundi matin, on le sait très vite, ce genre de choses. C'est des choses qu'on aura accès, nous, rapidement, voilà, grâce aux applications fédérales. Mais effectivement, vous, en tant que juge arbitre, on ne vous le reprochera jamais d'avoir raté ce genre de choses. Voilà. Par contre, c'est un message à passer au capitaine de vos équipes. Attention, une fois que le joueur a joué dans une catégorie, il ne peut plus jouer ailleurs. Et on a une question sur le joueur joker. Est-ce que c'est automatiquement bloqué dans Ten-Up si on ajoute un joker par exemple 4-6 alors qu'il n'y avait que des brûlés 15-1? Est-ce que ça va être bloqué ou est-ce que le joueur arbitre va pouvoir le saisir? Donc la réponse à cette question est non, ce n'est pas bloquant dans Ten-Up. C'est pour ça qu'on fait ces formations, c'est pour ça qu'on fait ce genre de réunion pour vous rappeler la règle et que vous sachiez la gérer par vous-même. Ten-Up ne vous l'indiquera pas. Ten-Up ne vous bloquera pas la saisie d'un joker s'il n'a pas le bon classement requis.
Tout simplement parce qu'on a différents règlements selon les 13 ligues métropolitaines, etc., et qu'on n'a pas un fonctionnement identique. Et on a des endroits où les 4 meilleurs sont déclarés et après tous les autres qui sont moins bien classés peuvent jouer. Et du coup, il n'y a pas de blocage par l'application. Il y a Bruno Satamin qui précise l'importance aussi des brûlés, c'est qu'ils déterminent le poids de l'équipe. Et effectivement, nous, quand on monte les championnats en amont, on pèse les équipes. Et ce qui fait le poids de votre équipe, c'est les joueurs brûlés. On a Bourteau qui voulait poser une question. C'est écrite et j'en ai reposé une autre. Est-ce que si on saisit un joueur, un joker, donc qui ne correspond pas au classement du dernier brûlé, donc ça passe. Mais vous, après, derrière, est-ce que vous annulez la rencontre, vous invalidez la rencontre ou ça passe et que… Alors, si vous faites jouer un joueur joker qui n'est pas, on va dire, conforme à la règle du joker, eh ben, il est très, 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 très probable que l'équipe qui a fait jouer ce joueur soit disqualifiée. C'est la commission des conflits sportifs qui prend le dossier en charge et qui statue là-dessus. Et c'est vrai que dans 95% des cas, l'équipe sera disqualifiée parce qu'elle a aligné un joueur joker qui n'avait pas le droit de jouer. Mais effectivement, on vous sensibilise pour éviter d'arriver jusque-là et que dans votre rôle de juge arbitre le matin, vous prévenez le club en disant attention, il n'a pas le droit de jouer. Et donc, on peut, s'ils arrivent à 3 et qu'il y en a un qui ne correspond pas, ils perdent la rencontre, quoi. S'ils n'ont pas d'autre solution et que personne d'autre peut être là rapidement et qu'ils sont incomplets, du coup, effectivement, ils perdent la rencontre directement. Donc, on les fait pas jouer. D'accord. OK. Merci. De rien. Est-ce que la délivrance de la carte d'identité et de la licence reste obligatoire dans tous les cas? La réponse est oui. C'est écrit dans les règlements sportifs de la Fédération française. Donc, un joueur qui participe à une compétition a l'obligation de vous présenter sa carte, sa pièce d'identité et son attestation de licence. Alors après, on va parler peut-être plus de la pratique. On va être clair, un joueur qui est sur la liste des 15 joueurs, peut-être que sa licence, c'est peut-être pas nécessaire. Je le dis peut-être, avec un peut-être. Par contre, la pièce d'identité, elle devrait toujours être exigée. Par contre, ce qui est important de noter, c'est un joker. Par contre, il faut absolument savoir sa licence, et j'insiste auprès de tout le monde, sa licence à jour. Parce qu'en fait, vous ne connaissez pas son classement. Si vous sortez une licence d'il y a 2 mois, peut-être que son classement il a évolué depuis. Et ça, c'est des cas régulièrement où on a des problèmes après pour la gestion des rencontres. Parce que du coup, son classement ne correspondait pas à celui qui avait inscrit sur la licence parce que vous n'avez juste pas vérifié que la licence n'était pas la dernière à jour. Voilà, ouais, je vous rappelle on que regarde sur la TNEP. licence, On regarde sur TNEP. après, vous faites comme vous voulez, mais normalement, c'est plutôt de la responsabilité du joueur de vous montrer ce papier. En main levée, on a Germaine Borchia. Germaine, Non. on ne t'entend pas. Et on a également Daniel. Je garde les mains levées. Voilà, on va Écoute, on les ressollicitera plus tard. Je te propose qu'on avance. C'est parti. On prendra les questions après. Bon, on a fait quelques petits rappels voilà, sur les seniors plus cette fois-ci pour se focaliser et vous préparer beaucoup plus à ce qui va se passer à partir de ce dimanche. On a souhaité rappeler les formats de jeu en championnat régional et donc départementaux également. C'était plutôt par opposition au national. Donc championnat régional et départemental, ça se joue dans le même format que ce que je vais vous indiquer. Donc en plus de 35, 45 et 55, je vous rappelle, aujourd'hui en senior plus, on est bien sur 3 simples, 1 double, avec un ordre des parties. En première rotation, c'est le simple 1 et le simple 2. En deuxième rotation, on a le simple 3 et en troisième rotation, on a le double. Alors, c'est pas écrit comme tel, mais rien n'empêche éventuellement de jouer le double en deuxième rotation si les 2 capitaines sont d'accord et que le joueur de simple 3 n'est pas concerné par le double. Ça, après, voilà, ça fait partie du truc. Mais en tout cas, voilà comment c'est exposé. Je rappelle à tout le monde que c'est le format 1 en simple. Donc le format 1, c'est le format standard que tout le monde connaît. C'est le 3-7 en 6 jeux. Et le format 4 en double, donc pour le double de cette rencontre. Et le format 4, c'est le format standard tel que je l'aime l'appeler, de double. Donc c'est 2-7 en 6 jeux avec application du point décisif à 40A
et le troisième set serait remplacé par un super jeu décisif en 10 points. Je rappelle juste du coup que comme on a 4 matchs et que chaque partie vaut 1 point, on peut avoir une égalité à 2 partout. Donc en phase de poule, ça ne pose pas de problème. Et en phase finale, par contre, on va devoir avoir un vainqueur qui va continuer dans le tableau final. Et donc là, on va appliquer en fait un double décisif en 10 points après le double en cas d'égalité à 2 partout à l'issue des simples et du double. Ensuite, il y a un nouveau championnat qui se déroule. Donc, on va évoquer en fait les nouveautés de cette année 2024. On va avoir la création d'un championnat plus 65 dames et un championnat plus 75 messieurs. Donc là, on est plutôt sur la partie droite du slide. On est toujours sur du 3 simples 1 double pour les plus 65. Et en plus 75, on va être sur 2 simples 1 double. L'ordre des parties, pour les plus 65, on est sur du simple 1, simple 2, simple 3 en deuxième rotation, puis le double. C'est la même chose que les 35, 45, 55. Donc ça, dessus, on ne change pas. Et puis à l'inverse, en plus 75, donc sur un format en 2 simples 1 double, on va être sur du simple 2, puis le double, puis le simple 1, avec une particularité, c'est le petit 1 qui est noté, que les joueurs de simple ne peuvent pas jouer en double en plus 75 messieurs. Dans toutes ces parties-là, plus 75 messieurs, dames et plus 75 messieurs, on est en format 2 en simple, voilà, et en format 4 en double. Je rappelle que le format 2, c'est un format standard pour les 2 premières manches, donc il se joue en 6 jeux de toute façon normale, et on va juste remplacer le troisième set par un super jeu décisif en 10 points. Je le précise, alors ça ne sera pas valable au début pour le mois d'octobre-novembre pour tout le monde. On est bien sur des championnats donc, avec des règlements de régionaux et départementaux. Par contre, on a des règlements qui seront légèrement différents pour les équipes qui vont jouer en championnat de France Senior Plus. Et notamment avec pour les simples en plus 55, on va avoir le format 2. Et pour les doubles dans toutes les catégories de Senior Plus, quelles qu'elles soient, donc de 35, 45, 55, 65, 75, le double vaudra 2 points et il sera en format 2 pour ceux qui jouent en championnat de France. Je profite juste, Ben, ceux qui joueraient en pré-national devront jouer avec ce règlement des championnats de France. On est bien d'accord. Sur la phase finale. Et pour sur la phase finale uniquement. Sur la phase finale uniquement. Et pour votre parfaite information, pourquoi la commission régionale Senior Plus a décidé de ne pas faire exactement comme le niveau national? Déjà, pour simplifier la vie des JAE, quand on a les rencontres le dimanche, que ce soit du 35, du 45 ou du 55, on joue dans les mêmes formats. Le souhait de la fédération, c'était que les 55 ans jouent en format 2 les simples. Nous, on a souhaité garder le format 1, donc celui avec les 3 sets de 6 jeux, pour que justement le jeu arbitre qui a une rencontre 45 ans, une rencontre 55 ans, ne puisse pas se mélanger les pinceaux ce jour-là. Et aussi au niveau du double, pourquoi on a choisi 1 point? C'est pour avoir, nous on a des phases de poule, contrairement au tableau des championnats de France. Et du coup, ça permet d'avoir des matchs nuls en poule. Et ça évite d'avoir un joueur numéro 1 qui est très fort, par exemple, et qui gagne son simple et qui gagne le double et rapporte 3 points sur 5 dans la rencontre. Donc qu'un seul joueur puisse gagner la rencontre. Ça sera toujours le cas en phase finale parce qu'il pourra gagner son simple, gagner son double, donc être un match nul et jouer le double décisif et gagner ce double décisif. Il aura gagné 3 matchs pour faire gagner la rencontre. Mais on limite un petit peu ça. C'est pour ça qu'on a choisi ces règles-là pour le départemental et le régional. Et je complète aussi par rapport au brûlé, on a parlé de 3 brûlés en championnat régional senior plus. C'est vrai dans 95% des cas. Avec cette petite nouveauté en 75 messieurs, on voit que les joueurs de simple ne peuvent pas jouer le double. Donc on a forcément 4 joueurs au minimum. Donc ne soyez pas étonnés sur Ten-Up si vous voyez 4 petites flammes. C'est parce qu'il faut au minimum 4 joueurs par équipe. Donc il y aura 4 brûlés. Merci Benjamin, effectivement. On avance et puis on prendra les questions, je pense, à la fin. On est quasiment au bout de la présentation. On souhaitait juste rappeler quelques généralités, histoire que tout le monde ait bien les mêmes repères réglementaires. Je rappelle qu'une rencontre de Senior Plus doit se jouer sur 2 cours, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, mais de même nature et surtout de même surface. Voilà. Donc c'est important ça. Si jamais les clubs veulent jouer sur plus de rencontres, ce qui peut arriver, ils peuvent dire on va essayer de jouer les 3 simples en même temps. Je vous rappelle qu'il faut avoir l'accord des 2 capitaines. Ce n'est pas des 2 clubs, mais c'est des 2 capitaines pour jouer cette rencontre sur 3 simples, sur 3 cours simultanément pour que les 3 simples se jouent en même temps. Il faut que les 2 capitaines soient d'accord. Si on a un des 2 qui n'est pas d'accord,
on restera sur 2 cours. Et puis après, je rappelle juste voilà, cette petite disposition qui est quand même pas évidente à appliquer, j'en conviens. Voilà, je vous rappelle qu'en cas de mauvais temps, le juge arbitre, lui, doit prendre toutes les dispositions pour éviter le report d'une rencontre. Et là, je vais peut-être me contredire par rapport à ce que je disais précédemment, mais prendre toutes les dispositions, par exemple, si on sait que la pluie, elle est peut-être attendue à midi, bah, prendre toutes les dispositions, ça peut être aussi d'imposer, si vous en avez la possibilité, de jouer sur 3 cours dès 9h. Voilà, donc en fait, on ne fait pas jouer spontanément, on ne peut pas obliger des clubs à jouer sur 3 cours à 9h si on est dans des conditions météorologiques tout à fait normales. Par contre, un juge arbitre a la possibilité d'imposer que la rencontre se joue sur 3 terrains simultanément, peut-être dès 9h si on sent que la pluie est annoncée à 11h30, midi ou des choses comme ça. Ça peut faire partie de ce qu'on appelle toute disposition pour éviter le report d'une rencontre. Est-ce que tu as d'autres compléments, Ben, sur ces points-là? Je profite juste d'une question dans le chat. On a, est-ce que les simples en 35 ans se jouent bien en 3 sets gagnants? Ou j'ai mal compris, donc juste pour être clair, 35 ans, 45 ans et 55 ans, on est bien sur des simples en 3 sets gagnants. Le format 1. D'autres commentaires, Ben, sur les généralités, rappels? Non, pas plus que ça? Non, bien, tu peux continuer. Après, on prendra un temps de questions-réponses. Bon. Il nous reste 2 slides. Donc là, on va sortir un petit peu de notre cadre de JAE. C'est des informations qu'on a jugées utiles de vous partager parce que c'est important aussi que les informations diffusent dans les clubs. Alors, on va parler d'une règle fédérale. Hein, j'insiste, elle est fédérale. C'est la participation d'un JAT parce que je sais que certains d'entre vous, là, dans l'audience, sont des JAT également. Donc la participation d'un JAT à son tournoi, hein, le son évidemment est entre guillemets, puisqu'en fait on parle bien du tournoi qu'il est actuellement en train de juge arbitrer. Donc la fédération a légiféré, elle a changé la règle cette année, et maintenant la règle est beaucoup plus claire que ce qu'elle n'était précédemment. Donc la participation d'un juge arbitre, donc un juge arbitre ne peut en aucun cas participer à un TMC qu'il est en train de juge arbitrer lui-même. Voilà, ça c'est une règle, quel que soit son classement, quel que soit le TMC, machin. Voilà, donc ça, c'est maintenant, c'est plutôt très clairement écrit. Ensuite, on va parler des autres tournois autres que les TMC. Donc un juge arbitre pourra participer à un tournoi si et seulement s'il n'intègre pas le tableau final. Alors la raison qu'il y a derrière cette règle est qu'on veut éviter que le juge arbitre, dans certains cas, c'est ce qui aurait pu peut-être pu se produire, se fasse un tableau un peu plus facile pour pouvoir accéder aux prix et aux lots, surtout les prix hein, en général. Voilà, les lots, c'est un peu moins le cas. Mais voilà, donc l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'en fait d'éviter que le juge arbitre se retrouve dans une situation où il va se faciliter le tableau pour pouvoir rentrer dans les prix et les espèces. Donc si jamais il doit rentrer par qualification, parce qu'il est rentré dans le tableau précédent et puis bah, il a par chance, il a gagné tous ses matchs, il sort, il rentre dans le tableau final, le juge arbitre alors il devra se disqualifier lui-même. Et on rappelle aussi qu'il ne doit pas participer à une phase de tableau intermédiaire, c'est-à-dire une fin de tableau 3e série ou 4e série, pour la même raison, c'est que souvent il y a un peu d'espèces, il y a 20 €, 30 €, 50 € à gagner, et l'idée c'est d'éviter ce genre de situation. Bon, évidemment, ça ne s'applique pas au tournoi interne, fort heureusement. Et on rappelle juste, mais c'est la même chose que ce qu'on applique dans nos rencontres par équipe. Hein. Si le juge arbitre il est amené, et donc il n'est pas dans le cas où il dispute un tableau final de son épreuve, donc s'il est amené à aller sur le terrain, il faudra qu'il désigne ce jour-là un juge arbitre suppléant qualifié, qui peut être un JAE1, ça peut être, voilà, c'est quelqu'un qui va gérer la permanence, qui va être amené à intervenir sur le terrain en cas de problème, parce que au moment où le JAT sera sur le terrain, il ne sera plus le JAT du tournoi. Voilà, donc cette règle est plutôt évidente pour tout le monde là-dessus. Je finis après avec le dernier slide et après on prendra les questions qui vont bien. On voulait vous parler d'une évolution qui s'est produite assez récemment, que certains joueurs ont découvert dans les applications. C'est le bouton de reclassement qui est apparu. Alors, vous savez qu'un joueur aujourd'hui, avant, dans le monde d'avant, quand il devait se reclasser, il fallait qu'il remplisse le formulaire Google qui était sur le site de la Ligue, et la commission classement récupérait les informations et ensuite lui attribuait un classement, une assimilation, des choses comme ça. Aujourd'hui, on va vers une simplification de cette procédure. Il va y avoir plusieurs voies pour avoir un reclassement d'un joueur. La première, ça va être à l'initiative du club, donc dans Ad hoc.
dans Haddock, en fait, est apparu un onglet qui est demande de reclassement sur la fiche d'un joueur. Donc, en fait, un club, un enseignant a la possibilité, en tout cas, de faire cette démarche s'il sent qu'un joueur est largement sous-classé. Ensuite, il y a deux autres voies d'accès, mais qui sont à peu près les mêmes. C'est à l'initiative du joueur lui-même, soit dans l'appli mobile, donc ce qui est au milieu du slide, soit sur le site internet, qui sont à peu près équivalents tous les deux. Et en fait, le joueur a la possibilité lui-même de faire sa demande de reclassement directement. Alors aujourd'hui, je le dis, il manque une fonctionnalité qui est celle du JAT. C'est pour ça qu'on en parle, mais pas forcément, on n'a pas insisté aujourd'hui. C'est celle du JAT qui a vu un joueur traverser son tableau et qui va demander via Moja le reclassement d'un joueur. Aujourd'hui, cette fonctionnalité n'existe pas, mais en tout cas, c'est important d'utiliser les fonctionnalités qui existent pour se simplifier la tâche. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Benjamin, sur ce point. Non, c'est vrai que ça facilite et dans la rapidité de la transmission, le joueur il clique dessus, nous il y a un mail automatique qui est envoyé à la commission de classement et qui peut, s'il est 4e ou 3e série, immédiatement le reclasser. Donc on gagne du temps aussi par rapport au formulaire Google. Ça récupère aussi toutes les informations qu'il a saisies dans TenUp, donc ça permet que la demande soit complète et ça facilite le travail du côté de la commission de classement. Donc c'est une très bonne chose. On a Agnès Rialan qui a levé la main pour poser une question. Oui, par rapport à ce reclassement, moi j'ai un joueur qui a fait cette demande directement et il s'est retrouvé avec un classement présumé, donc non équipe. Est-ce que c'est un bug ou qu'est-ce qui se passe? Ça peut être une erreur humaine parce que du coup on est en train nous aussi de former les personnes qui font les reclassements et qui peuvent avoir le présumé. On est en train de voir aussi avec la fédération pour que ça soit facilité, que de base ça soit vraiment... s'il détecte qu'il y a besoin d'un présumé, que ce bouton présumé apparaisse, mais sinon qu'il n'apparaisse pas pour limiter le nombre d'erreurs. À chaque fois qu'il y a une erreur comme ça, Agnès, il ne faut pas hésiter à nous faire remonter ce problème-là et la fédération elle change immédiatement le reclassement. Oui, pardon, c'est toujours la commission régionale qui donne le classement? Oui, c'est toujours la commission régionale classement en fait, qui est composée des différents présidents de commissions départementales et entre eux, ils se sont répartis qui gèrent, donc c'est bien ça. D'accord. On a une question du TC Cadière qui demande est-ce qu'on a ce bouton aussi pour un joueur ND? Donc effectivement, un joueur ND, lui aussi, peut via son TenUp ou vous via ou le club via Haddock avoir la possibilité de faire une demande de reclassement. Et on espère rapidement que ça pourra arriver aussi via les applications utilisées par les juges arbitres. Vous êtes sur une rencontre en tant que JAE et vous voyez qu'il y a un joueur qui est 15-2 et qui met 6-1, 6-1 ou 4-6 et vous apprenez qu'il avait été 2-6, 1-6, 0, etc. On veut aussi à terme que les classements soient le plus justes par rapport au niveau de jeu réel du joueur et du coup que ce bouton-là soit disponible. C'est en cours de développement au niveau informatique. On a Frédéric Segondi qui demande et en paddle le reclassement. Donc aujourd'hui au paddle on a des grilles qui sont disponibles dans le guide de la compétition et on a des grilles qui dépendent soit du classement international du joueur, soit du classement de tennis qu'il avait et il y a une équivalence et tous ces reclassements-là sont automatiquement générés et disponibles dans l'appli Beach Paddle. Ça prend combien de temps pour un reclassement? Donc, pour un joueur qui est 4e, 3e série, français, le cas le plus rapide, comme on l'a dit, vous appuyez sur ce bouton-là, ça arrive à la commission de classement, et souvent, en moins de 48 heures, même en ce moment, en moins de 24 heures, c'est fait, le joueur est reclassé, il reçoit un mail, et vous aussi en tant que demandeur. Si le joueur était seconde série ou a une chance d'être reclassé en seconde série, ou si c'est un étranger, la demande part au niveau du siège à Paris, et les demandes sont traitées en moins d'une semaine en règle générale. Sur quelle base le reclassement, les résultats, l'ancien classement? Donc effectivement, quand vous faites la demande, on voit un petit encart blanc où le joueur peut lui aussi, déjà dans sa demande, il peut faire une demande à combien il souhaite être reclassé, où le club peut dire, ben voilà, je souhaite qu'il soit reclassé à tel classement. Et il y a aussi un petit encart où vous pouvez écrire, ben voilà, le joueur a arrêté pendant 10 ans, on a eu aujourd'hui, le joueur a pris 30 kilos, il est incapable de rejouer le classement qu'il avait il y a une dizaine d'années, on souhaite le reclasser 3, 4, 5 échelons en dessous. Voilà, donc je sais que la commission de classement se base de ces commentaires-là, et sinon ils ont des grilles par rapport à l'âge du joueur, à son meilleur classement, le temps d'arrêt,
Et en règle générale, il y a 2, 3, 4, 5 classements en dessous par rapport à son meilleur classement. Et pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Beaucoup de personnes qui nous remercient pour la présentation. Merci à tous. On a François qui a une question. Oui, Benjamin. Merci pour la présentation, effectivement. Juste une petite question, parce que nous, en plus de 45, Régional 1, on joue contre le TC Antibes, donc au niveau de Mouratoglou. Leur numéro 1 à 4-6, c'est Andrei Chesnokov. Et ça va être une belle expérience de jouer contre lui. Et c'est l'exemple parfait. Donc, en attendant que ces boutons-là soient disponibles pour le reclassement, la volonté, c'est que ça soit le plus rapidement traité. Donc, il ne faut pas hésiter. Nous, au service compétition, on a une adresse mail qui est compétition au pluriel .pacard@fft.fr, où il ne faut pas hésiter à nous faire remonter toutes ces incohérences pour qu'on le fasse remonter, nous, au niveau de la fédération, vu qu'il est seconde série, pour qu'il soit reclassé. Voilà, je ne veux pas l'embêter en tant qu'individu, mais je veux dire, c'est vrai que, bon... Bonne chance. Voilà, à notre numéro 1, c'est bonne chance. Va-t-on recevoir cette présentation en documentation? Donc oui, on va faire partir un mail demain à tous les JAE de la Ligue qui auront accès à la fois à cette présentation PowerPoint et également à l'enregistrement de la vidéo. Sur le site de la Ligue, est-ce que le règlement des compétitions par équipe du 23 est-il à consulter? Le règlement des compétitions par équipe du 23, je pense, on va regarder demain, on va faire le tour du site internet. Je pense qu'on a mis le règlement Senior Plus 2024 qui doit être à jour. Et on a aussi le guide sportif tous les ans qui regroupe toutes les informations, que ce soit sur les championnats, les différents règlements qu'on a évoqués ce soir, qui va sortir en fin de semaine et sera disponible sur le site internet. Et on en profitera aussi pour vous faire passer le lien. Si deux joueurs ne sont pas d'accord sur le score, nombre de jeux, quelle décision du JA? Donc, Lionel, on a par exemple un joueur qui va dire il y a 4-3 pour moi et l'autre il va dire non, il y a 4-3 pour moi. Du coup, les deux sont en désaccord. On va là regarder combien chaque joueur concède de jeux à son adversaire. Donc, chacun est d'accord pour dire que son adversaire a gagné 3 jeux. Donc, dans ce cas-là, s'il y en a un qui dit il y a 4-3 et l'autre il dit non, il y a 4-3 pour moi, ils vont repartir au score de 3 partout. Voilà, n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, on est aussi joignable par mail. On vous a mis le mail dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas à nous... on va couper le son. Voilà, je disais, on a le mail qui est dans le chat. Nous, on fait relayer aussi avec les élus et on répond à toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Pourquoi on ne me répond pas, moi? Alors, hop, on a des mains qui se sont levées. Donc, François, c'était fait. Germaine, si le micro fonctionne. Sinon, on a Orange Raquette. Oui, bonsoir. Bon, très bien la présentation. J'ai une petite question au niveau de certificat médical, mais non pas au niveau du tennis, au niveau du padel. En championnat et en tournoi, est-ce que le certificat médical est obligatoire pour les joueurs de padel? Aujourd'hui, pour délivrer une licence, pour un senior, le certificat médical n'est plus obligatoire. La mention qu'on voyait compétition autorisée, elle est d'office sur la licence. Donc non, il n'est plus nécessaire d'avoir ce certificat médical. Seulement pour les mineurs, ils ont besoin de remplir toujours le QS Sport. C'est ce fameux formulaire où il faut répondre non, non, non. Il y a toujours une attestation où ils doivent confirmer avoir répondu non à toutes les questions du QS Sport. Mais sinon, non, ce n'est pas nécessaire. Même pour les licences que padel. Même pour les licences que paddle, parce qu'il y a la licence multi-raquette et la licence paddle qui est différente. Oui, c'est exactement le même process pour les deux licences. On n'a pas parlé des wildcards. Et attendez, et j'insiste sur un point, la règle de surclassement des jeunes, elle est valable aussi en padel. Voilà. Elle est valable pour toutes les disciplines de la Fédé. On a Germaine, bonsoir, qui avait posé la question dans le chat concernant les wildcards. Voilà, c'est ça. Voilà, donc les wildcards. Lors des championnats régionaux. C'est ça. Donc, les wildcards, c'est une possibilité qu'on laisse au club lors de la période de saisie. Donc, par exemple, en Senior Plus, c'était du 1er au 13 septembre. Les clubs ont la possibilité de demander une wildcard s'ils ont leur poids qui a fortement augmenté ou à l'inverse, le poids qui a fortement diminué pour dire, ben voilà, on est en Régional 2, mais on a 2-15 en plus, on souhaiterait jouer en Régional 1, est-ce que c'est possible? Et nous, on transmet ça à la commission Régionale Senior Plus. Donc les wildcards ont déjà tout été traités. Et on a Karine et Cécilia aussi qui ont une question.
Attends, c'est moi qui tape. Bonjour, une petite question. Ce que vous nous avez expliqué là fonctionne pour le tennis entreprise? Par rapport au nombre de joueurs, Genre brûlé. Alors, la petite différence en tennis entreprise, c'est que tous les joueurs transmettent une attestation comme quoi ils sont bien rattachés à cette entreprise, ou en tout cas, enfin, voilà, il y a un contrôle en amont pour qu'ils soient sur les listes, et du coup, il n'y a pas de notion de joueur joker. Donc, c'est vraiment la liste qui apparaît sur la gestion sportive qui doit être utilisée. Et Cécilia, je sais que tu as prochainement une rencontre tennis entreprise. Il y a ta convocation, ta désignation avec le guide, avec toutes ces infos qui te partira demain. Ah, très bien, voilà. Juste une dernière pour ça, le tennis entreprise. Ils ont décidé de jouer ils ont décidé de jouer dehors sur du dur. On est d'accord que s'il se met à pleuvoir, je récupère les cours normalement intérieurs sur serre du moment que je peux finir la rencontre, que ça soit pas les mêmes terrains, les mêmes conditions. Ce n'est pas un problème. L'obligation, c'est de finir la rencontre. Exactement, ce que disait Vincent. Ça s'appelle prendre toutes les dispositions nécessaires pour terminer la rencontre. D'accord, ça marche, pas de souci, c'est bon pour moi. Merci. Et là, je regarde dans le chat et sur les mains levées, mais j'ai l'impression qu'on a balayé toutes les questions. Je le répète, hein, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à nous écrire. On va vous envoyer la présentation et la rediffusion. Et on vous souhaite à tous une bonne soirée. Un grand merci à la Commission régionale d'arbitrage et Vincent pour cette présentation. Ouais, merci aussi à mes acolytes qui m'ont aidé à la préparer. Et merci beaucoup à vous trois. Juste finir pour merci. Merci à SKT. Il y a une performance de pouvoir faire ça devant personne. Il y a eu préparation, beaucoup de c'est impliqué. Les deux et puis Benjamin qui est toujours là pour veiller à tous. Voilà. C'est vraiment une performance de pouvoir avoir une réunion avec autant de juges arbitres et pouvoir répondre à toutes ces questions et vous présenter toutes ces choses sur une réunion. Donc, vraiment un grand merci pour le travail qui a été fait. Très bonne soirée à tous. Merci Olivier. Effectivement, 130 personnes ce soir, donc merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Ça nous motive à continuer à en faire régulièrement. Je mets fin à cette réunion et je vous envoie tout ça dès demain. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à tous. Bonsoir. Au revoir. Bonne soirée, merci pour tout. Bonsoir. Bonne soirée. Et merci. Merci à tous.